Alors, je suis astronome adjoint au LESIA, à l'Observatoire de Paris, où je travaille sur les aurores polaires plutôt planétaires, mais aussi terrestres. C'était une occasion pour moi, cette conférence, de parler un petit peu des magnétosphères planétaires et lumière, c'est l'année de la lumière. Donc on va parler aujourd'hui de ces émissions lumineuses qu'on trouve autour d'objets, qui sont des objets assez complexes. Donc on n'a que quelques exemples qui sont tous situés dans le système solaire. Vous en avez ici quelques représentations. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit sondage rapide, hein, j'aime bien savoir qui est dans la salle, qui a un bagage en physique, enfin, en fait, qui est grand public, n'a pas du tout de bagage en physique. Levez la main, juste à titre indicatif, c'est pour savoir. Vous appelez bagage? Bagage, c'est-à-dire, est-ce que... Voilà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une force de Lorentz ou est-ce que j'aurais besoin de le réexpliquer? D'accord. Et combien il y a d'étudiants de l'ESPCI qui sont là? Oui, d'accord. Merci d'être venus, hein, c'est sympa. Donc, bon, on essaiera de faire un peu double niveau ce soir. Hein. N'hésitez pas à m'arrêter si c'est trop compliqué et inversement, si vous voulez plus de détails techniques, en haut. Au fond, hein, c'est comme les étudiants. Alors, on va procéder sous forme de... On va s'intéresser en fait d'abord à la physique aurorale terrestre, hein, c'est celle qui est la plus connue, car c'est celle qui a été la plus étudiée. Alors vous avez tous déjà vu ce type de photographie, hein, les aurores sont très connues depuis des temps ancestraux. Ce type d'émission a un pouvoir évocateur très fort, hein, ça fait de la lumière d'un petit peu toutes les couleurs, on les observe dans des régions un peu inaccessibles, plus souvent nordiques. Donc ça a alimenté et nourri tout un folklore, hein, des légendes, une origine magique, une origine divine. Ce soir, moi je vais mettre un petit peu ça de côté, on va s'intéresser à l'origine physique. Et on va commencer par, pour aborder le sujet, voir quelques propriétés physiques générales de ces émissions. Alors vous voyez ici, c'est des photographies amateurs, hein, je n'ai pas nécessairement noté la provenance. Quelques propriétés. On parle souvent d'aurores boréales. Boréales, hein, ça veut dire hémisphère nord, mais il y a aussi des aurores dans l'hémisphère sud, des aurores australes. Donc, de manière générale, on les appelle plutôt des aurores polaires. Ce sont des phénomènes conjugués, j'en parlerai tout à l'heure. Ce sont des émissions lumineuses qui sont peu intenses. Hein. Là, par exemple, on peut voir les étoiles au travers. On voit qu'elles ont aussi une structure spatiale qui est très particulière. Elles sont très étendues en altitude, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Elles ne vont pas jusqu'au niveau du sol. Vous voyez, il y a une coupure assez nette, hein, en bas. Et puis, bon, elles forment ces espèces de rideaux de lumière étendue. Et puis parfois, on a une périodicité. Là, vous voyez, ces petits pinceaux lumineux, ils ont l'air d'avoir une distribution spatiale périodique. On y voit différentes couleurs. Alors, pour les gens qui ne sont pas daltoniens comme moi, normalement, il doit y avoir du vert, du violet, du rose, du bleu. Et ce sont des phénomènes très dynamiques. Alors, ce que je vous ai montré précédemment, c'était des photos prises du sol. Hein. Là, c'est un petit film monté à partir de photographies haute résolution qui sont prises par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, qui est à 400 km d'altitude à peu près. Et donc là, on voit ces émissions aurorales un petit peu de dessus, et puis quand elles sont loin, de la tranche. Donc là, on voit hein, clairement la distribution en altitude de ce type d'émission. Et puis, vous voyez qu'au cours de déplacement de la station sur son orbite, il y a des choses qui bougent, ce sont des phénomènes très dynamiques. Hein. Ces rideaux lumineux, d'abord, ils sont à très grande échelle. Hein. En fait, ils font le tour de la planète. Et ensuite, ils bougent à des échelles de temps qui peuvent être très rapides, hein, jusqu'à l'ordre de la minute, voire la seconde. Ça, c'était un petit film qui a été pris en 2011 pour une étude qui a été menée au laboratoire sur une autre planète. Enfin, dernière propriété un petit peu remarquable de ce type d'émission, on sait que leur occurrence ou leur intensité varie avec le cycle solaire. Donc on sait qu'elles sont, hein, a priori, connectées avec l'activité solaire, et on essaiera de voir en quoi tout à l'heure. Donc ce type d'émission a longtemps été un mystère, un défi physique pour l'humanité, parce qu'on s'est intéressé à la physique aurorale vraiment qu'au siècle dernier. Avant ça, on peut imaginer hein, que les grandes civilisations, les Grecs, les Romains, ne vivaient pas directement sous les régions où on observe ces émissions, donc elles n'ont pas pu être étudiées scientifiquement jusqu'à ce qu'il y ait l'émergence hein, de campagnes d'observation un peu systématiques au début du XXe siècle, et impulsées évidemment par les Scandinaves, hein, qui sont bien placés, en particulier les Norvégiens, sous les latitudes aurorales. Alors pour partir du phénomène lumineux, le phénomène lumineux est bien connu maintenant. Ces émissions, un petit peu toutes les couleurs, elles proviennent, c'est un phénomène de fluorescence, hein, comme vos petites lampes à fluorescence en tortillon, là. Ça provient de collisions entre des particules chargées électriquement, qui transportent de l'énergie, c'est des électrons. En majorité, ce sont des électrons, mais il y a aussi des protons. Je ne parlerai que des électrons dans la suite. Ces électrons, quand ils rencontrent le milieu neutre de la haute atmosphère, ils provoquent des collisions. Et puis, sur le schéma ici, hein, pour ceux qui connaissent, vous avez un schéma qui vous résume
Ça qui vous montre en fait que quand on a une molécule qui est excitée, un électron d'une couche orbitale peut passer à une couche d'orbitale supérieure, il emmagasine de l'énergie, et ce n'est pas un état stable en physique, donc cette énergie va être restituée sous la forme de photons, et ce photon va avoir une certaine lumière qui va être différente de soit la lumière incidente lorsque c'est la lumière l'excitateur, mais ici ce sont des électrons, donc qui vont avoir une énergie plus basse que celle des électrons. Alors ça c'est un petit diagramme qui montre la distribution typique en altitude des aurores avec les couleurs. L'émission lumineuse étant produite par le milieu neutre atmosphérique qui est rencontré, évidemment, ça dépend des éléments chimiques qui le constituent. Sur Terre, on a de l'oxygène et de l'azote, donc les transitions lumineuses qu'on voit, elles sont liées à l'oxygène ou à l'azote. Donc ici, alors là, on ne voit pas, il n'y a pas beaucoup de contraste, mais normalement, à très basse altitude, on peut avoir des transitions violettes. Ça, c'est plutôt de l'azote en général, on en verra tout à l'heure. Les transitions vertes, entre 100 et 200 km, et les transitions rouges qui sont au-delà de 200 km, elles sont liées, elles sont produites par l'oxygène. Alors pourquoi il y a cette gradation en couleur en fonction de l'altitude? Ça dépend de deux choses. D'abord, l'énergie des particules incidentes. Plus elles ont d'énergie, plus elles peuvent pénétrer profond dans l'atmosphère et donc impacter des couches d'atmosphère différentes. Et ensuite, par gravité, ces éléments chimiques n'ont pas nécessairement le même équilibre diffusif en altitude, donc ils ne vont pas être le plus dense au même endroit. Alors maintenant qu'on a dit ça, et qu'on a appréhendé un peu la physique de l'émission, on a envie de savoir d'où viennent ces particules chargées électriquement qui produisent les aurores, parce que l'atmosphère est toujours là. Alors pour ça, on peut tirer un coup de chapeau à un physicien norvégien qui a le premier intuité, pour faire un anglicisme, les principes fondamentaux de physique aurorale. Et il était à une époque où, début du XXe siècle, fin du XIXe, où il y a eu les premières campagnes systématiques d'observation aurorale. Donc avant, on observait des aurores, on se disait très bien, elles ont l'air assez haut dans le ciel. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc première campagne d'observation, on arrive à, par triangulation, mesurer l'altitude des aurores. Et puis on arrive à faire aussi des cartes d'occurrence. Alors ici, vous avez un planisphère avec des cartes d'isocontours. On ne voit pas très bien à cause de la résolution, mais chaque ligne en gras ici, elle représente un nombre d'occurrences des aurores par an. Et l'endroit qui est en jaune, il correspond à l'ovale auroral, c'est-à-dire l'endroit où on a le plus de chances d'observer dans l'année des émissions aurorales. Donc vous voyez que c'est un endroit qui passe au-dessus du nord de la Scandinavie, côté Canada, Alaska, et puis un petit peu le nord de la Sibérie aussi. Alors d'abord, cet ovale auroral, là où on a le plus de chances d'observer les émissions aurorales, premier constat empirique, il n'est pas organisé autour du pôle géographique de rotation de la planète, il est organisé autour du pôle magnétique. Et donc, par ailleurs, sur Terre, je vous dis en passant, le pôle nord magnétique est au sud et le pôle sud magnétique est au nord. Donc c'est le pôle sud magnétique qui est au voisinage du Canada, ici indiqué par la flèche rouge, mais ça n'a pas d'importance pour la suite, on considérera juste que c'est un pôle magnétique. Donc c'est pour cette raison qu'on parle d'aurore polaire magnétique. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que vous avez des tracés d'isocontours qui passent par la France ici. Donc, il est possible, ça a été observé, de voir des aurores depuis les latitudes auxquelles nous sommes. Simplement, il faut avoir de la chance. Les aurores, elles ont une activité qui est variable. Il faut être debout la nuit, regarder au bon moment. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Mais globalement, il y a 2 aurores intenses qui peuvent être observées à nos latitudes par an. Alors, ce physicien norvégien qui a le premier un petit peu compris les bases de la physique aurorale, Christian Birkeland, donc c'était un très bon observateur, il a fait des campagnes d'observation, et puis il a décidé de reproduire dans son laboratoire une expérience qui porte le nom de Terela, et qui est représentée ici sur ce schéma. C'est une espèce de grosse cuve à vide dans laquelle il a mis une sphère magnétisée, sur laquelle il a bombardé des électrons. Et en fait, sans le savoir, ou plutôt en testant, il a reproduit les conditions qu'on trouve dans les régions aurorales terrestres. Le vide qu'il a fait correspond à peu près au vide qu'on trouve entre 60 et 80 km d'altitude. Les aurores, ça commence à 60, puis ça peut s'étendre jusqu'à 300, 400 km, vous avez vu tout à l'heure. Et voilà ce qu'il a vu. Il a mis des plaques photos sur sa boule, sa sphère magnétisée, et en 1895, il a enregistré un bel ovale comme ça. Et un siècle après, il a fallu attendre un siècle, avec les débuts de l'ère spatiale, on a pu avoir une photographie à grande échelle des aurores. Tout à l'heure, je vous ai montré des photographies près du niveau des aurores supérieures. Mais si on s'éloigne encore plus, on peut avoir une vue d'ensemble et on peut voir que ces émissions sont vraiment à très grande échelle et qu'elles s'organisent autour du pôle magnétique. Donc, confirmation observationnelle éclatante un siècle après. Une autre représentation, cette fois-ci, c'est vue de la tranche. Alors, on voit que dans les deux cas, les émissions lumineuses se stockent au voisinage des pôles magnétiques. Elles ne sont pas distribuées uniformément.
Et donc, la flèche bleue ici, elle indique le sens de l'aimantation, en fait. Hein. Le dipôle magnétique équivalent, il est situé dans cette direction-là. Donc, première information physique que nous amènent les aurores, c'est la composition chimique de l'atmosphère dans laquelle elles sont produites. Deuxième information physique, elle donne tout de suite l'orientation du champ magnétique équivalent interne qui est contenu dans la sphère ou dans la planète. Et alors, Birkeland, en 1895, invente la Terrella. Et heureusement, on a des collègues un petit peu farfelus qui, un siècle après, ont fait une version un petit peu plus moderne de cette expérience qui porte maintenant le nom de Planéterella. Alors, elle est plus petite, hein, vous avez vu, en dimension, on n'a plus tous ces gros moteurs, hein, la technologie a un petit peu évolué. Dedans, on peut mettre plusieurs sphères, on peut déplacer une buse à électrons, on peut faire des configurations sur lesquelles on va revenir tout de suite. Donc, ces collègues travaillent au laboratoire d'astrophysique et de planétologie de Grenoble. Et alors là, on va faire une pause, et puis on va essayer de reproduire ce qu'a vu Birkeland avec sa Terrella il y a plus d'un siècle, ou alors nous, ce qu'on a pu voir récemment, il y a moins longtemps. Alors, pour le principe, on peut éteindre la lumière quand vous voulez, hein, je peux parler dans le noir. On a ici une cuve en plexiglas. Et le petit moteur qu'on entend ici, c'est un moteur qui est situé dessous, là, qui fait le vide dans la cuve. Dans cette cuve, on a deux petites boules et une buse. Les sphères, elles font des dimensions qui sont différentes. Et chacune des sphères contient un aimant. Le troisième élément électrique qu'on a dans cet ensemble, c'est une buse ou un canon à électrons qui, lui, n'a pas de champ magnétique. Donc, une fois que le vide est fait, on peut connecter chacun de ces éléments à un générateur électrique et ainsi faire circuler un courant électrique. Comme le vide est suffisamment poussé, la résistivité électrique est suffisamment faible pour qu'un courant s'établisse quand on connecte les différents éléments de ce circuit à un générateur électrique qui est situé en dessous. Donc, la première chose que je vais faire, c'est je vais connecter la buse ici avec, je crois que c'est la grande sphère, alors je vais la connecter avec la petite sphère, ça sera plus visuel. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, on voit des couleurs. Donc ça, c'est plutôt rassurant, hein. Ça veut dire qu'on arrive à reproduire ce phénomène de fluorescence, hein. On envoie des électrons, ils se promènent dans la cuve, et puis ils impactent le milieu qui est contenu dans la cuve. Et là, il n'y a pas vraiment de mystère, hein. Moi, j'ai juste posé la cuve tout à l'heure par-dessus cette expérience. Donc l'air qu'il y a dedans, c'est l'air ambiant. Et la composition de l'air ambiant, c'est celui qu'on retrouve à plus haute altitude, bien qu'en proportions différentes. Donc les transitions qu'on doit voir ici, elles doivent correspondre à des transitions des éléments chimiques de l'air ambiant. Ensuite, les électrons ici ils partent de la buse, là, le canon à électrons. Celui-là, il n'a pas de champ magnétique. Donc on voit que la lumière, elle est diffuse, elle est homogène en fait autour de toute la buse. Les petits points blancs qu'on voit, ce sont des décharges électriques, c'est pas important pour la suite. Par contre, à l'opposé, quand on regarde la petite sphère, on voit que la lumière, elle n'est pas uniformément distribuée. Elle est distribuée en réalité autour des pôles magnétiques. C'est exactement ce qu'on a décrit dans le cas terrestre tout à l'heure. Là, vous en avez l'illustration. Pourquoi? Parce que le courant électrique qui circule ici est fait d'électrons. Les électrons partent de la buse, ils arrivent vers ils se propagent en fait, et ils acquièrent de l'énergie avec la différence de potentiel le long du trajet entre la buse et la petite sphère. Et puis quand ils commencent à sentir le champ magnétique de la petite sphère, leur trajectoire est organisée, c'est un principe physique qui est gouverné par la force de Lorentz, est organisé par les lignes de champ magnétique. Et donc cet effet, hein, cette force physique, elle a pour effet de concentrer les électrons et donc les émissions qu'ils produisent au voisinage des pôles magnétiques. Alors, on voulait, originellement, hein, puisque c'est une conférence expérimentale, brancher un spectro, qu'il a d'ailleurs, hein, avec une autre machine et faire le spectre de ces émissions. Malheureusement, on a eu un problème habituel avec Windows, qui fait que l'ordinateur n'a pas reconnu tout à fait le spectro, puis lui-même n'était pas calibré. Donc, on ne peut pas faire cette expérience-là. Néanmoins, je peux quand même vous montrer un spectre qui a été fait par des collègues pour cet air ambiant
donc qui donne l'intensité relative, hein, ça doit être des nombres de coups en fonction de la longueur d'onde, et ici la longueur d'onde est donnée en nanomètres. Donc 400-800, hein, c'est la gamme visible. Ici, on va un tout petit peu au-delà côté UV et puis un tout petit peu au-delà côté infrarouge. Alors vous voyez que ce spectre il est très compliqué. En réalité, on n'a pas juste trois courbes qui correspondent aux couleurs dominantes qu'on voit, hein, qui seraient violet, rose ou peut-être orange. En réalité, on voit une multiplicité de raies. Et ces raies d'émission, elles peuvent être identifiées individuellement. Et vous voyez qu'ici, la majeure partie des émissions qu'on voit, alors je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est écrit en travers, c'est N2 et N2+. Donc ce sont des émissions liées à l'azote. Alors, je vais revenir en arrière. Et je vais cette fois-ci changer de configuration pour vous montrer ce qui se passe cette fois-ci quand on connecte la grande sphère à la petite boule. Alors là, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout à l'heure? Je vais revenir ici, ce sera mieux. Par rapport à tout à l'heure, c'est plus le canon à électrons, la buse qui envoie les électrons, c'est la grande sphère ici. Et donc la petite sphère reçoit toujours les électrons, on voit toujours On peut imaginer, en fait, hein, visualiser directement les tubes de flux magnétiques le long desquels se propagent les électrons. Par contre, du côté de la sphère qui émet, on voit que la topologie n'est pas non plus uniforme. Tout de suite, les électrons, lorsqu'ils sont, contrairement à la buse, hein, lorsqu'ils sont émis, ils sont organisés tout de suite par le champ magnétique, et puis là, il se trouve qu'ils prennent la forme de cet anneau. Alors là, si on regardait précisément, si vous aviez la possibilité de venir très près, ou si on avait un spectro, vous pourriez voir qu'on a trois dominantes colorées, hein, générales. On a rose à droite, violet, et puis on a un petit peu de orangé, là. Je ne sais pas si ceux qui sont en premier rang le voient. Alors, une autre chose qu'on voulait faire ce soir, c'est d'essayer de changer le gaz qui est à l'intérieur. Parce que, d'abord, vous n'êtes pas censé me croire. Hein. Je vous ai montré un spectre, comme on ne peut pas le vérifier en direct, et que vous avez, en tant que scientifique, un doute légitime sur les conclusions que je vous donne. On va essayer avec un autre gaz. Et alors, les petits ballons que vous voyez là c'est le fruit de la recherche de José au sein de l'ESPCI lors de la semaine dernière. Donc, on a testé plusieurs gaz qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de tester. On a de l'hélium, de l'argon, du CO2, et on a testé aussi tout à l'heure de l'azote. Alors l'azote, ce n'est pas la peine que je vous le montre. Il m'en reste d'ailleurs un petit peu peut-être de l'azote. J'en avais tout à l'heure. Non, je ne crois pas. L'azote, en fait, correspondant aux transitions qui sont là, si j'en injectais, ça n'aurait pour effet que d'intensifier un petit peu la couleur. Ça ne changerait pas fondamentalement ce qui se passe. Alors par contre, si on met à la place de l'hélium, juste comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on a injecté tout le ballon d'hélium, je crois que c'était de l'hélium, dans la cuve. On va attendre que la pompe à vide refasse le vide, et puis on va rallumer le générateur. Et on va voir si ça fait des transitions lumineuses similaires. Oui. Alors c'est un vide primaire, hein. Les pompes qu'on utilise, c'est des pompes primaires. Donc là, ça peut aller jusqu'à 10-2, 10-3 millibars. Là, le vide qui marche bien en fait, hein, pour ces expériences, c'est entre 0,2 et 0,3 millibars. Typiquement, c'est le vide qu'on retrouve à 60-90 km d'altitude. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Birkeland, il a reproduit en fait les conditions qu'on trouve dans les régions aurorales. Donc avec intuition ou talent, hein, c'est selon. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Parce qu'on commence à toucher du doigt le fait que l'émission aurorale, l'émission lumineuse aurorale, elle peut être un diagnostic des émissions qu'on regarde. Hein. Elle peut donner une information directement sur la distribution des éléments chimiques, leur état d'excitation, donc l'énergie des électrons qui les impactent. Et tout ça, c'est une information très riche sur l'atmosphère du corps qui est observé. Donc on a mis beaucoup d'hélium, hein. C'est normal que ça mette un petit peu de temps à reproduire le vide qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la lumière? Merci. Voilà, donc là, on est à peu près à 1 millibar. Et alors là, je suis content que ça marche. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes couleurs.
J'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, ça ne l'était pas trop, hein. Je vous ai dit que je suis daltonien, mais j'ai quand même l'impression qu'on voit du bleu autour de la grande sphère. Et puis la petite, on a quand même toujours des transitions roses. Donc le fait qu'on ait des couleurs qui soient similaires entre l'air ambiant et de l'hélium, ce n'est pas forcément étonnant, hein. Comme je vous ai montré, il y a un spectre de raies, et les couleurs qu'on perçoit avec notre œil, c'est la superposition d'un ensemble de raies dans une gamme spectrale connue. Donc là, en fait, le fait qu'il y ait du rose, ça veut juste dire qu'il y a des transitions de l'hélium qui sont un peu dans le voisinage des transitions de diazote. C'est pas fondamentalement différent. Par contre, le bleu, ici, vous voyez qu'on a une couleur différente. Donc, vous avez la preuve que avec les émissions caractérisent directement le gaz qui est contenu dans la cuve. Alors, si on a le temps, pour les questions, on fera d'autres essais. Le CO2, normalement, ça doit nous faire des émissions un petit peu, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, et l'argon, il aurait fallu un spectromètre parce qu'on ne voyait pas de différence à l'œil nu tout à l'heure. Merci, José. Voilà, donc ça c'est le spectre de l'air ambiant que je vous ai montré tout à l'heure avec les transitions de l'azote. Et alors, comment est-ce que, pour en revenir un peu à la physique qui contrôle la dynamique des électrons qui sont à l'origine de ces émissions, quand un électron circule autour d'une ligne de champ magnétique, hein, ici infiniment droite, il est soumis à la force de Lorentz qui lui donne un mouvement de spirale autour des lignes de champ magnétique. Donc, lorsqu'on a un milieu magnétisé et qu'on met des électrons dedans, naturellement, les électrons, c'est comme des perles sur un fil, ils suivent les lignes de champ magnétique auxquelles ils sont connectés. Alors, quand on est dans le cadre d'un dipôle ou alors d'une planète magnétisée, dont le champ magnétique peut être apparenté à un dipôle en première approximation, on a des lignes de champ qu'on déforme beaucoup plus biscornues, hein, comme celle-là. Donc, les électrons arrivent de quelque part, hein, au voisinage de la sphère ou de la planète, et puis par effet de convergence, hein, ils se projettent autour des pôles magnétiques de la planète où ces émissions lumineuses prennent naissance. Mais alors du coup, on peut s'intéresser à la provenance, hein, à plus grande échelle spatiale, de ces électrons. Où est-ce qu'ils sont formés dans l'environnement terrestre et pourquoi ils sont formés là et pas ailleurs? Donc pour ça, il faut maintenant se déplacer un petit peu, hein, une unité astronomique en amont de la Terre. Il y a une étoile active hein, qui s'appelle le Soleil et qui est observée qui émet de la lumière en permanence. Et le Soleil n'émet pas que de la lumière. Il émet aussi un flot de particules chargées électriquement dans toutes les directions en permanence, qu'on appelle le vent solaire. Alors ici, on voit avec un filtre qui nous permet de diagnostiquer un petit peu la surface de l'étoile. Hein, on voit qu'il y a du mouvement, là, il y a des connexions. Vous voyez, je sais pas, hein, là sur la gauche, là, vous voyez qu'il y a des espèces de flots de gaz. Et alors si on met un coronographe, ou alors on regarde le Soleil pendant une éclipse, c'est-à-dire on met un cache sur la source lumineuse principale qui est le disque solaire, on voit très bien ici s'expandre hein, dans toutes les directions ce flot de particules chargées dont je vous parle, qui s'appelle le vent solaire. Donc des électrons, des protons. Ces électrons et ces protons sont magnétisés, ils transportent le champ magnétique du solaire dans le milieu interplanétaire, et la vitesse typique de ce vent, c'est 400 km par seconde. Hein, donc le vent solaire atteint, dans des conditions calmes, la Terre en à peu près 2 jours. Maintenant, sur ce film, on voit que de temps en temps, vous avez une éjection un peu plus violente d'un côté ou de l'autre. Ça, ce sont des éjections de masse coronale, ce sont des épisodes des éruptions en fait, hein, de particules très énergétiques qui se propagent beaucoup plus vite et qui peuvent avoir un effet différent sur la magnétosphère terrestre. Quand ce vent solaire se propage dans le milieu interplanétaire, il rencontre les planètes magnétisées. Or, le champ magnétique a la propriété de détourner, hein, le champ magnétique planétaire, il a la propriété de détourner les particules chargées du vent solaire qui, elles, hein, sont organisées le long des lignes de champ magnétique solaires, interplanétaires, qui arrivent et qui rencontrent la Terre. Donc, en première approximation, la magnétosphère est étanche. Le vent solaire fait le tour. C'est comme un caillou dans une rivière, on ne pénètre pas dans le caillou, le fluide fait le tour. Alors, la magnétosphère, ce n'est pas l'objet d'entrer dans le détail de la physique de ce type de corps dans cet exposé. Voilà un schéma qui détaille un petit peu les différentes régions, les différents courants électriques qu'on retrouve dans cette magnétosphère. J'y reviendrai si vous avez des questions, mais c'est un objet astrophysique qui est relativement complexe. Et alors, les électrons dont on parlait tout à l'heure, si on remonte plus loin le long des lignes de champ magnétique par lesquelles ils sont guidés, on peut cartographier des régions, matérialisées ici par l'étoile, qui sont relativement loin de la magnétosphère, dans l'équateur terrestre, entre 15 et 20 rayons terrestres, typiquement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces électrons, qui sont diagnostiqués par la lumière qu'ils émettent, proviennent plutôt du côté nuit, c'est-à-dire du côté opposé au Soleil.
Or, la première intuition qu'on aurait pu avoir, malgré le fait que je vous ai dit que la magnétosphère, en première approximation, est étanche, c'est qu'il y a des électrons qui sont transportés dans le vent solaire. On a besoin d'électrons pour former des émissions lumineuses que sont les aurores. Donc, il pourrait y avoir un lien entre les deux. Et ce lien, il est souvent suggéré par les journalistes scientifiques. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire ce soir que ce n'est pas une image qui est vraie. Les électrons qui sont transportés dans le vent solaire, d'abord, ils n'entrent pas directement dans la magnétosphère. Je vous l'ai dit, en première approximation, elle est étanche. Et ensuite, ils n'ont pas du tout l'énergie suffisante pour exciter les émissions lumineuses qu'on observe. Typiquement, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'électronvolts dans le vent solaire. Et les énergies qu'il faut atteindre pour émettre des aurores, c'est plusieurs kiloélectronvolts. Donc, il y a un facteur 1000 entre les deux. Et ici, vous avez une photo d'aurore à grande échelle où vous voyez ici la partie côté nuit et la partie côté jour de la planète. Et vous voyez bien que les émissions aurorales, l'ovale auroral, il est plus intense du côté nuit. D'accord? Pas du côté soleil, pas du côté jour. Donc ça aussi, c'est une preuve directe que les électrons du vent solaire, si par certaines circonstances, ils arrivaient à pénétrer dans la magnétosphère, ils ne pourraient pas alimenter, ils ne pourraient pas être responsables de ces émissions intenses qu'on voit côté nuit. Les électrons qui alimentent ces émissions, ils viennent du côté nuit. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux. Alors en réalité, le Soleil est quand même la source de plasma principale de la magnétosphère. L'idée fausse, enfin l'idée contre laquelle je m'inscrivais en faux précédemment, c'est qu'on ne peut pas dire que les électrons transportés par le vent solaire sont happés par la magnétosphère comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Un électron, il n'arrive pas, il n'est pas piégé. Comme je vous l'ai dit, il fait le tour en première approximation. Cependant, sous certaines conditions qui sont liées à la polarité magnétique entre les lignes de champ magnétique du milieu interplanétaire, donc issues du vent solaire, et les lignes de champ magnétique planétaires, donc liées à la planète, lorsqu'on est dans une configuration antiparallèle, on peut avoir un phénomène compliqué qui arrive au nez de la magnétopause, qui s'appelle une reconnexion, et dans ce cas-là, on peut avoir des lignes de champ magnétique interplanétaires qui se connectent aux lignes de champ magnétique planétaires, et dans ce cas-là seulement, donc c'est uniquement dans certaines conditions, on peut avoir un échange de plasma entre le vent solaire et la magnétosphère. Et on estime que sur la totalité du plasma qui intercepte la section efficace de la magnétosphère terrestre, il n'y en a que 1% à peu près qui arrive à entrer. Donc vous voyez, le Soleil, le vent solaire est une source de plasma importante pour la magnétosphère terrestre, mais le lien n'est pas du tout direct. Il faut ces fameuses conditions particulières que je mentionnais qui sont liées à la polarité magnétique du milieu interplanétaire. Je n'entre pas dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme de captage de ces électrons par la magnétosphère ressemble un petit peu à comme quand on gonfle un ballon avec de l'air. On gonfle, donc sous ces conditions, il y a des électrons qui entrent et qui peuplent la magnétosphère. Ils sont entraînés côté nuit et puis ils étirent les lignes de champ. Les particules et le champ magnétique sont figés ensemble. Et puis au bout d'un moment, notre ballon de baudruche, il est trop gonflé, donc il éclate. Et puis on peut avoir une libération impulsive d'une bulle de plasma dans la queue de la magnétosphère. Et à ce moment-là, le plasma qui est piégé le long de la ligne de champ, qui est en train de se reconnecter, c'est comme un élastique qu'on tire, hein, on le tire, et puis au bout d'un moment on lâche, et toute l'énergie magnétique qui était emmagasinée dans la ligne de champ, elle est restituée aux particules. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on a transmission d'énergie aux électrons qui sont dans la magnétosphère, qui peuvent alors rejoindre les pôles magnétiques et former les émissions qu'on appelle. Alors ce mécanisme physique qui agite toujours, qui agite la communauté scientifique aurorale terrestre depuis au moins 50 ans, c'est le mécanisme qu'on appelle historiquement le mécanisme des sous-orages. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que, lorsque des sous-orages proviennent, et je ne rentrerai pas dans les détails là, la magnétosphère n'est pas toujours étanche, et lorsqu'il y a ces sous-orages, des électrons de la magnétosphère peuvent être accélérés. Ils vont plus vite, et à ce moment-là, ils ont l'énergie suffisante qui leur permet d'exciter ces émissions lumineuses. Et vous voyez, ce mécanisme se passe du côté nuit, du côté droit de la magnétosphère, donc c'est bien là où on observe les émissions les plus intenses. Alors pour résumer visuellement ce que je viens de dire en moins compliqué, voilà un petit film qui a été fait par l'ESA, où on part du Soleil, on suit le vent solaire lors de sa propagation dans le milieu interplanétaire jusqu'à la Terre. Ce vent solaire forme une magnétosphère autour d'une planète magnétisée, c'est ce qui explique qu'elle soit compressée côté jour et puis allongée côté nuit en forme de gouttes d'eau. Sous certaines conditions, il peut y avoir des particules qui rentrent dans la magnétosphère, elles peuvent ensuite être accélérées côté nuit, et à ce moment-là, elles suivent les lignes de champ magnétique comme des perles sur un fil pour aller alimenter des émissions aurorales côté nuit. Je vous le remets une fois. En réalité, c'est un film approché, parce que là, on suggère qu'il y a un choc, et en réalité, la physique peut être un petit peu différente. Mais bon, le concept est là, vous voyez. Il y a des choses qui se passent à l'équateur, on accélère des électrons, on lâche l'élastique, les particules reviennent vers les pôles magnétiques où elles alimentent les émissions lumineuses qu'on voit. Alors voilà plusieurs
photographie des émissions aurorales visibles dans l'atmosphère qui ont été prises par différentes sondes. Donc vous voyez, avec le temps, un Dynamic Explorer 1, Polar et Themis, l'accroissement de la qualité des images qu'on fait, la résolution spatiale, la finesse de l'image. Et vous voyez que dans tous les cas, sous orage, on a toujours cette configuration avec un anneau et puis une intensification côté nuit. Ça, c'est une image qui résume le cycle des sous-orages. Lorsqu'arrive un sous-orage, c'est quelque chose qui n'est pas instantané, ça peut durer plusieurs heures. On décrit, ça c'est les observations, je pense, de la sonde Polar, visible. On décrit le cycle selon la flèche. Là, on part en haut à droite. Au début, on a une espèce de point chaud, on a un ovale auroral calme. Et puis ensuite, ce point chaud s'étend en longitude. Il descend en latitude. Ça fait quelque chose de très intense. Et puis ensuite, on a une période une période qui ramène l'ovale auroral à son état d'équilibre, période de recouvrement. Alors, les sous-orages sont un phénomène régulier, il arrive tout le temps, il a une périodicité à peu près 6 heures, à partir du moment où on est dans la bonne configuration magnétique, mais ça arrive régulièrement. Par contre, les sous-orages peuvent être déclenchés par ce qu'on appelle des orages. Alors historiquement, c'est parce qu'on a observé des sous-orages pendant des orages magnétiques qu'on a appelé ça comme ça, mais en fait les deux sont déconnectés. Qu'est-ce que c'est qu'un orage magnétique? C'est simplement une intensification importante du champ magnétique mesuré sur Terre qui, en gros, correspond à une compression violente de la magnétosphère. Tout à l'heure, vous avez vu sur le petit film, il y a une éjection, une éruption en fait, solaire qui envoie un flot de particules beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense dans la direction de la Terre. Quand ce flot de particules arrive au niveau de la magnétosphère terrestre, il va l'aplatir d'un coup, et ça peut forcer les sous-orages à arriver et à produire des émissions intenses. C'est pour ça que l'activité aurorale elle est corrélée à l'activité solaire, parce que le nombre d'éruptions, lui, il varie avec le cycle solaire. Ça va jusque-là? Alors, on parle d'émissions aurorales dans le visible, mais c'est parce que c'est celle qu'on voit. Il y en a dans d'autres longueurs d'onde. Ici, vous avez deux exemples. Ça, c'est une image qui a été prise par le télescope X Chandra. Alors ça, ce sont des émissions qui sont provoquées par des protons qui font des échanges de charges avec des espèces ionisées. Donc, ce n'est pas le même diagnostic, on ne sonde pas la même physique. Il y a des échanges de charges qui se produisent, il faut des états ionisés très importants. Donc, l'information que nous apporte ce type d'émission n'est pas la même. Mais ces émissions aurorales sont colocalisées avec celles que je vous ai montrées en visible. Et là, ici, vous avez une observation radio qui a été prise par la sonde Voyager 1 lorsqu'elle a survolé la Terre en 1977, où là, radio sont des très grandes longueurs d'onde, de l'ordre du kilomètre, donc on n'a pas la résolution, on ne peut pas envoyer des télescopes de plusieurs dizaines de kilomètres dans l'espace, et puis ce sont des rayonnements qu'on ne peut observer que depuis l'espace à cause de la coupure ionosphérique à 10 MHz. On n'a pas la résolution spatiale ici, donc on ne peut pas faire des images directement en radio avec les instruments classiques, donc on représente plutôt les observations sous la forme d'un diagramme fréquence en fonction du temps. Donc là, ce que vous voyez, c'est la couleur radio qui varie au cours du temps, donc on voit qu'il y a une très grande variabilité. Et ces émissions, ce sont des émissions de type cyclotron qui sont émises par les mêmes électrons que ceux qui provoquent les aurores visibles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, ça c'était à titre informatif, je pourrais y revenir si vous avez des questions. Voilà, d'ailleurs, c'est ça. Les émissions X, elles sont produites au voisinage de l'atmosphère, et les émissions radio cyclotron, elles sont produites au niveau des étoiles, là, un petit peu au-dessus de l'atmosphère, le long des lignes de champ magnétique. La physique aurorale terrestre, même si c'est la plus étudiée, c'est aussi la source de plus de débats, c'est paradoxalement la mieux connue, parce qu'on a envoyé tout un tas de sondes orbitales dans les régions aurorales. Donc on a pu avoir des mesures in situ, et jusqu'ici sont quasiment les seules mesures qu'on a pu avoir autour d'une planète magnétisée. Donc c'est la mieux connue parce qu'on en est à un point de compréhension de la microphysique. Qu'est-ce qui se passe localement quand il y a ces émissions radio? Quelle est la forme des structures d'accélération? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Il y a néanmoins encore beaucoup de missions spatiales qui ont la physique aurorale parmi les objectifs scientifiques principaux. Alors j'en ai cité quelques-unes ici. Il y a la flottille des sondes Cluster, qui sont des sondes européennes qui ont été lancées dans les années 2000. Donc c'est 4 sondes Cluster qui embarquent toutes les mêmes instruments. Donc il y a dedans des instruments plasma qui permettent de mesurer l'état de la magnétosphère et les champs magnétiques, et puis aussi des spectroimageurs qui permettent de faire des observations de ces aurores, et elles ont exploré un petit peu toutes les latitudes. Elles ne sont pas passées dans les régions aurorales, mais elles ont sondé relativement bien les régions équatoriales terrestres. Plus récemment, on a à nouveau 4 sondes qui ont été lancées, cette fois-ci par les Américains. Elles sont de Themis, qui ont fait un petit peu le même travail que Cluster, mais étant plus récentes avec une meilleure résolution. Donc on a eu une configuration jusqu'à ici 8 satellites en même temps qui peuvent faire des mesures multipoints. Ça, c'est une situation unique. La plupart des planètes, quand on les explore, on envoie une sonde. Donc on a une mesure à un instant et à un endroit donné.
Ici, avec 8 sondes, on est en mesure de faire des cartographies 3D et vraiment de comprendre beaucoup plus finement ce qui se passe en termes de physique magnétosphérique. Et puis, il y a 4 nouvelles sondes qui viennent de partir l'année dernière, les sondes MMS, qui devraient compléter ce dispositif. Donc ça, c'était pour les observations, une introduction à la physique aurorale terrestre. Alors, on peut faire un petit bilan à mi-parcours pour voir si vous avez suivi. D'abord, on a vu que le Soleil est une étoile active. Il émet des particules qui portent un nom, le vent solaire, un flot de particules chargées, qui se propage en permanence dans toute l'héliosphère. L'héliosphère, c'est l'endroit dominé par l'activité magnétique et plasma solaire. Lorsque ce vent solaire rencontre une planète magnétisée, eh bien, il déforme son champ magnétique pour produire ce qu'on appelle une magnétosphère, qui a cette forme oblongue, compressée côté vent solaire et puis décompressée de l'autre côté, en forme de goutte d'eau. Et au sein de cette magnétosphère, lorsqu'on a à la fois une source de plasma et un mécanisme d'accélération, on peut produire des aurores polaires dans l'atmosphère, dont les aurores nous indiquent la composition chimique. Alors dans le cas de la Terre, la source de plasma principale, c'est le vent solaire. Maintenant, je vais vous parler d'autres planètes où on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Parmi les autres planètes qu'on étudie beaucoup dans mon groupe de recherche se trouvent notamment les planètes géantes. Alors, les planètes géantes, elles ont des caractéristiques un petit peu toutes similaires. Ce sont des planètes avec une enveloppe gazeuse importante, dont la composition est surtout dominée par l'hydrogène atomique et moléculaire, donc quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'on voit sur Terre. Ici, vous avez une représentation des différents champs magnétiques de ces planètes, donc ils sont très différents. Il y en a qui sont très inclinés sur leur axe, comme pour Uranus et Neptune. Dans le cas de Saturne, le champ magnétique est dans l'axe de rotation, donc ça nous donne une variété de géométries complètement différentes. Je vous ai dit que la géométrie avec le champ interplanétaire qui provient du Soleil était importante. Donc ici, on va pouvoir explorer toute une gamme de géométries différentes. En plus, ces champs magnétiques, ils ont des amplitudes, ils ont des forces, ils ont des intensités aussi totalement différentes. Jupiter est très, très magnétisé, un champ magnétique très intense, alors qu'Uranus et Neptune, beaucoup moins. Voilà. Et en dessous, vous avez, si le vent solaire vient de la gauche, la dimension relative de ces différentes magnétosphères. Alors ici, vous avez les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La Terre en point de comparaison, et aussi Mercure, qui n'était pas représenté au-dessus, qui possède un tout petit champ magnétique et qui, par rapport à Jupiter, se situe à l'autre extrémité du spectre des cas possibles. C'est un champ magnétique très faible. Mercure est situé très près du Soleil, donc c'est des conditions totalement extrêmes, complètement différentes de celles qu'on peut trouver sur Jupiter. Alors les échelles ici, c'est en millions de kilomètres. Typiquement, la distance entre le nez de la magnétosphère et la Terre, c'est 15-20 rayons terrestres, donc c'est à peu près 100 000 kilomètres. La distance entre le Jupiter et le nez de la magnétosphère, c'est à peu près 90 rayons joviens, donc là c'est plutôt 5 à 6 millions de kilomètres. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Néanmoins, pour les comparer, on les dimensionne toujours en rayons planétaires, qui est une unité comparable. Alors on peut commencer par Jupiter. Voilà une image composite des émissions aurorales de Jupiter. Le disque a été photographié en visible, et puis vous avez ici l'ombre du satellite Io, un petit point noir qui est là. Et par-dessus, on a juxtaposé les émissions aurorales qu'on a observées dans la gamme ultraviolette, qui est la gamme qui correspond aux transitions atmosphériques de l'hydrogène atomique et moléculaire. Donc c'est la gamme qui est idéale pour observer les planètes géantes. C'est une photographie qui a été réalisée avec le télescope spatial Hubble, qui a plusieurs caméras UV. Ça, c'est un schéma simplifié de la magnétosphère de Jupiter, qui est une magnétosphère très complexe, mais qui est une magnétosphère d'ailleurs gigantesque. Je vous ai dit que le champ magnétique jovien était très important, que la distance entre la planète et le nez de la magnétosphère pouvait dépasser plusieurs millions de kilomètres. Eh bien, dans la queue de la magnétosphère, qui est beaucoup plus allongée, là, ça peut aller beaucoup plus loin. On a mesuré avec les sondes Voyager qu'au niveau de l'orbite de Saturne, donc 5 unités astronomiques plus loin, on pouvait se trouver de temps en temps dans la queue de la magnétosphère de Jupiter. Donc Jupiter, c'est vraiment un objet astrophysique qui est le plus grand objet astrophysique apparent dans le ciel. Voilà, et beaucoup plus grand que la Lune, en fait, en termes. Si on pouvait voir les lignes de champ magnétique, il serait beaucoup plus grand. 5 unités astronomiques, ça fait 750 millions de kilomètres. Voilà une photographie plus fine, en fait, toujours de Hubble, des émissions de Jupiter, et vous voyez qu'elles n'ont pas du tout la forme de celles qu'on a vues tout à l'heure dans le cas terrestre. Alors il y a vaguement un ovale, mais cet ovale, il a une forme de haricot ici, alors ça on sait que c'est lié à une anomalie du champ magnétique jovien. On a des émissions au centre, on a des émissions polaires, et puis on a des petites taches ici. Voilà. Et on sait que ces petites taches, elles sont liées aux satellites galiléens. Donc ici on en voit 3, il manque Callisto. On n'est pas tout à fait sûr qu'il existe aussi une émission liée à Callisto, mais on
on va parler que de ces trois-là. Et ça montre que les satellites galiléens sont une source importante, enfin, sont liés au système jovien et sont une source d'accélération importante qui permet d'expliquer ces tâches. Parce que ces tâches, en fait, elles correspondent au pied des lignes de champ magnétique qui passent par les satellites galiléens. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le cas terrestre, lorsqu'on observe des aurores, on sait par projection magnétique qu'elles nous renseignent sur ce qui se passe ailleurs dans la magnétosphère. Et ces points particuliers, comme ils sont connectés aux satellites galiléens, on sait qu'il se passe quelque chose. Il y a un système d'accélération qui se met en place qui est lié à ces satellites galiléens. Alors ça, c'est pour vous montrer la variabilité de la magnétosphère jovienne. Quand on prend des images, alors ici vous avez le temps qui passe, c'est des minutes. Vous voyez que c'est des phénomènes très dynamiques. Alors évidemment, l'ovale auroral tourne avec le pôle magnétique, c'est normal, c'est la même chose sur Terre. Donc vous voyez cette forme de haricot, vous voyez la dimension spatiale en altitude. Alors là, ici, c'est plusieurs milliers de kilomètres, l'extension en altitude des émissions. Et puis vous voyez que les émissions à l'intérieur de l'ovale, elles bougent beaucoup plus, elles varient beaucoup plus que celles le long de l'ovale principal. Donc ça aussi, ça nous donne, cette dynamique, une information différente sur les sources d'accélération de ces émissions. Et puis ici, là, vous avez le spot qui est lié à Io. Et comme la planète tourne plus vite que Io le long de son orbite, et bien ce spot progresse au fur et à mesure le long de l'ovale principal, au pied de la ligne de champ qui lui est associée. Alors, outre le fait que la magnétosphère de Jupiter, Jupiter est très magnétisée, ce qui a d'ailleurs comme conséquence notable que Jupiter est très peu sensible au vent solaire, c'est un peu le cas opposé par rapport au cas terrestre. Lorsque l'activité solaire varie, on n'a que peu d'influence sur les émissions aurorales joviennes. L'autre grande spécificité du système jovien, c'est son satellite Io, qui est la principale source de plasma, pourvoyeur de plasma. Voilà. Par cryovolcanisme, Io est déformé par des effets de marée. Io émet en permanence 1 tonne de matière dans la magnétosphère jovienne, qui est ionisée par les rayonnements ou par le plasma qui est en corotation dans la magnétosphère. Donc, contrairement à la Terre, non seulement Jupiter n'est pas sensible au vent solaire, mais en plus, sa magnétosphère elle est alimentée par une source de plasma complètement différente qui est un satellite ici. Donc la physique aurorale nous donne des informations complètement différentes que dans le cas terrestre. Alors un autre exemple, 5 unités astronomiques plus loin, c'est celui de Saturne. Et Saturne, on le présente souvent comme un cas intermédiaire entre la magnétosphère de Jupiter et la magnétosphère de la Terre. On voit ici une séquence d'images et vous voyez que sur 3 images, alors elles sont séparées il y a quelques jours, vous avez une intensification très importante sur l'image au milieu des deux. Donc ça, c'est la signature de l'équivalent d'un sous-orage terrestre adapté à Saturne. Alors bien sûr, les caractéristiques ne sont pas les mêmes, mais on pense que c'est le vent solaire qui est à l'origine de cette intensification lumineuse. Alors ça, c'est un petit schéma de la magnétosphère de Saturne, aussi pour vous montrer que ce sont des objets très compliqués pour lesquels on essaye de faire des schémas qui résument tout, mais c'est toujours très compliqué. Puis ces schémas évoluent après d'année en année. Voilà de nouveau des observations Hubble en ultraviolet. Et donc, quand on voit ici le disque planétaire, Saturne étant situé à 10 unités astronomiques, Hubble étant situé autour de la Terre, Hubble est quasiment dans la direction du Soleil. C'est pour ça qu'on voit que la quasi-totalité du disque est éclairée. Donc du coup, on parle, comme la planète tourne dans le même sens que la Terre, on parle du côté matin pour le côté gauche sur ces images et du côté soir pour le côté droit. Si on avait un observateur fixe sur un méridien, comme la Terre tourne comme ça, le Soleil se lève lorsqu'il arrive au limbe de ce côté-là, ensuite il parcourt un quart de rotation, il arrive au zénith à midi, et puis ensuite il arrive côté soir, et là le Soleil se couche, et puis il passe une demi-révolution côté nuit, une demi-rotation côté nuit. Ceci pour dire que les émissions de Saturne ont cette spécificité de former un ovale qui est toujours plus intense du côté matin de la magnétosphère. Et cette différence, avec le cas de la Terre, bien que les champs magnétiques de Saturne et de la Terre soient comparables, donc on pourrait s'attendre à une sensibilité au vent solaire qui est comparable, cette différence, elle est due à la rotation très rapide de la planète. Saturne fait un tour en à peu près 11 heures, alors que la Terre fait un tour en 24 heures. Donc, sur Saturne, les lignes de champ magnétique, la dynamique des lignes de champ magnétique qui tournent autour de la planète joue un rôle très important qui fait que le maximum de l'émission ne se situe pas côté nuit comme sur la Terre, mais ici côté matin. Alors, en haut à droite, vous avez un zoom de l'épisode de sous-orage, d'intensification, de tempête aurorale dont je vous parlais. Ça, c'est un petit film qui a été pris à l'équinoxe avec le même télescope en 2009. Dans le cas de Saturne, le champ magnétique est aligné, quasi aligné avec l'axe de rotation. Donc lorsqu'on est à l'équinoxe, c'est-à-dire lorsqu'on voit la planète par la tranche, vous voyez les anneaux, on les voyait quasiment par la tranche, eh bien on peut observer les deux ovales auroraux en même temps. Et donc on peut s'intéresser à des phénomènes de conjugaison magnétique. Vous voyez que si c'est brillant en bas, à gauche, eh bien, on s'attend à ce que ce soit brillant en haut, à gauche.
Néanmoins, s'il y a des similitudes, il y a un phénomène de conjugaison à grande échelle, il y a aussi des différences, et donc la communauté travaille à comprendre qu'est-ce qui peut se passer d'un hémisphère à l'autre. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée des questions qu'on se pose. Là, sur le film, vous voyez un petit moment, il y a un satellite qui passe dans le champ, hein, qui projette même son ombre sur la région aurorale au nord, c'est Titan, qui est de temps en temps dans le champ, mais qui, lui, ne joue pas le rôle des satellites galiléens comme à Jupiter. Alors ça, c'est juste une illustration pour vous montrer qu'il y a une sonde, une mission orbitale en ce moment qui orbite autour de Saturne, qui s'appelle la sonde Cassini, qui est en orbite autour de 2004. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, quand elle est arrivée en 2004, elle avait largué un robot, Huygens, sur Titan, dont on a juste de parler. Et puis depuis, la mission orbitale, elle fait le tour. Hein, c'est comme Rosetta autour de la comète Gerasimenko. Et cette sonde est équipée d'une panoplie d'instruments qui permettent d'observer les aurores. Donc là, il y a une étude qui regardait en simultané les émissions aurorales en infrarouge, en radio au centre, et dans l'ultraviolet à gauche, avec une cartographie des atomes neutres énergétiques dans la magnétosphère. C'est pour vous montrer un petit peu le type d'observation qui peuvent servir à l'étude de ces émissions. Et alors Cassini avait un instrument radio qui a été construit au LESIA, enfin, dont une partie a été construite au LESIA, qui permet d'observer les émissions radio aurorales. Et alors, c'est un instrument sophistiqué parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en radio, on n'avait pas la résolution angulaire qu'il faut pour faire des images des émissions. En réalité, avec un petit peu de traitement du signal et un instrument adapté, on peut retrouver la position des sources radio observées à chaque temps et chaque fréquence du diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de voir les couleurs qui varient au cours du temps. Et si on projette ces émissions, soit dans le champ de vue de la sonde à gauche, donc ici qui s'éloigne de la planète, soit par une projection qui ressemble à celle des aurores que vous avez vues tout à l'heure, eh bien on peut faire des cartes d'images radio. Et ça, c'est la première fois que ça a été fait. Donc on voit ici à gauche, hein, je vous remonte le petit film, que ces émissions radio, ces émissions cyclotrons, elles sont bien émises au-dessus de l'atmosphère. Hein. Et puis on devine même en fait qu'elles dessinent des lignes de champ magnétiques le long desquelles rayonnent les électrons. Voilà, et pour terminer avec Saturne, on peut aussi mentionner qu'il y a un satellite, et ça c'est une des grandes découvertes de la mission Cassini, il y a un satellite qui est actif dans le système de Saturne qui s'appelle Encelade, qui par cryovolcanisme des gaz, des composés, enfin des glaces, et ensuite ces glaces, certaines peuvent se sioniser aussi et donner naissance à une tache aurorale qui est connectée à Encelade. Voilà. Donc c'est une caractéristique similaire à celle des satellites galiléens dans le cas de Jupiter, sauf que pour Jupiter, ces émissions sont très stables avec le temps. Dans le cas de Saturne, sur toute la mission Cassini, on a observé cette tache que dans 2 images. Donc c'est une émission qui existe, mais elle est très variable avec le temps, et sa compréhension est un des enjeux principaux de la fin de cette mission spatiale. Alors je vais finir. Non, je ne vais pas finir. J'approche de la fin, et je vais parler maintenant un petit peu d'Uranus. Alors Uranus, c'est comme Neptune, ce sont des planètes qui n'ont été visitées par des missions spatiales qu'une fois dans leur vie. À cette occasion-là, hein, c'est les sondes Voyager 2 d'ailleurs, en 86 à Uranus et en 89 à Neptune, c'est la sonde Voyager 2 qui a mis en évidence l'existence d'un champ magnétique, donc d'une magnétosphère, autour de ces 2 planètes, comme elle l'avait fait pour Saturne et Jupiter, mais depuis on n'a pas eu d'informations sur ces magnétosphères, parce qu'on n'a pas renvoyé de mission orbitale autour. Voyager 2 était équipé de spectro-imageurs auroraux, donc on sait qu'il y a eu des émissions aurorales qui ont été détectées à cette époque, mais depuis, on n'en avait pas d'informations, donc c'est il y a déjà un quart de siècle, jusqu'à ces observations, toujours menées avec Hubble, qui ont eu lieu en 2011. Alors ça, c'est un schéma de la magnétosphère d'Uranus, qui est une magnétosphère très compliquée. Hein. Uranus, c'est une planète complètement à part dans le système solaire. D'abord, son axe de rotation est quasiment inclus dans l'écliptique. Donc on peut dire qu'elle roule sur le côté. Toutes les autres planètes ont un axe de rotation à peu près normal à l'écliptique. Uranus roule le long de l'écliptique. Ensuite, son axe magnétique, il est représenté ici à une demi-rotation d'écart. Il fait 60 degrés, il est décalé de 60 degrés par rapport à son axe de rotation. Donc, au cours d'une simple rotation planétaire, on décrit toute une gamme de géométries magnétiques qui sont complètement inédites dans le système solaire. Et ça, c'était la configuration à l'époque de Voyager 2. En reprenant les seuils de sensibilité des émissions détectées par Voyager 2, on a fait l'hypothèse que c'est quelque chose qui devait être détectable avec un télescope moderne du style Hubble. Et pour vous montrer quand même la difficulté de ce qu'on cherche, hein, c'est comme, là vous voyez Saturne et Uranus prises avec le même télescope, avec le même détecteur. Hein. Donc Uranus est beaucoup plus loin. Et puis, comme les émissions sont beaucoup plus faibles que celles de Saturne, le signal qu'on cherche, hein, il est atténué à peu près de 1 ou 2 ordres de grandeur. Donc on cherche vraiment des petits points brillants dans ce disque planétaire. Donc c'est pas facile. Alors pour ça, on a lancé à l'époque une stratégie d'observation de cette planète qui consistait à faire l'hypothèse que Uranus était, de la même manière que la Terre et Saturne, très sensible au vent solaire. Donc pour ça, on a mesuré en permanence avec les sondes qui observent le Soleil l'activité solaire. Et puis on a attendu une configuration favorable
c'est-à-dire une série d'éruptions solaires dirigées en direction d'Uranus. Et ça, c'est arrivé en septembre 2011. Et là, vous avez la configuration du système solaire à cette époque, hein, vue du dessus, où la Terre, Uranus et même Jupiter étaient quasiment alignés et donc potentiellement dans l'axe de propagation d'une série d'éruptions solaires. Alors, à l'aide de codes numériques très compliqués, on a pu mesurer les données, les paramètres du plasma dans le vent solaire à la Terre et les propager à Uranus. Et alors, je vous ai dit, hein, le vent solaire, il met à peu près 2 jours pour faire la distance Soleil-Terre. Il met à peu près 2 mois hein, pour aller jusqu'à Uranus. Donc, ça laisse un petit peu de temps pour lancer les codes et puis voir si on peut faire des observations. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, vous avez les observations brutes. Et si vous avez les yeux de la foi, vous pouvez voir ici 2 petits points brillants. Qui se comparent, hein, je n'ai pas traité les images ici, elles se comparent directement aux images de Saturne ou Jupiter que je vous ai montrées tout à l'heure. Et si on fait un petit peu de traitement du signal, on peut faire apparaître, en soustrayant à fond puis en faisant un petit lissage approprié, on peut voir apparaître ces 2 points brillants dont je vous parlais, et qui sont les premières images en fait, de ces émissions aurorales. Voyager 2 avait un spectromètre, et là on en a fait des images, donc on a pu cartographier instantanément leur distribution spatiale. Et alors ce qui est très intéressant avec ces premiers résultats, c'est que si on met la configuration de la planète à côté, et qu'on corrige de la rotation planétaire en mettant un ovale auroral supposé, ces 2 tâches sont connectées. C'est-à-dire qu'elles sont, si on corrige de la rotation de la planète, elles apparaissent au même endroit. Donc c'est comme si on voyait le même ovale qui tourne. Voilà. Donc là, en ce qui concerne Uranus, ce sont des résultats plutôt nouveaux hein, qui sont en train d'être analysés avec plus de détails, mais les télescopes UV nous permettent quand même d'avoir des informations sur les magnétosphères aussi distantes que celle d'Uranus, hein, qui est à 20 unités astronomiques. Un petit mot sur Mercure. Mercure est une planète donc, qui n'a rien à voir avec la classe des planètes géantes. Elle est située très près du Soleil. Mercure a un très petit champ magnétique et Mercure n'a pas d'atmosphère. Ou alors il a une atmosphère très ténue mais qui ne se compare pas vraiment à une atmosphère. Sa magnétosphère est si petite qu'on pense que lors de phénomènes éruptifs de compression du vent solaire de la magnétosphère peut être compressée à la surface même de la planète. Alors ça a tout un tas d'implications un peu inédites, hein, parce que ces particules qui circulent le long de la magnétosphère, elles forment des courants électriques à grande échelle, et quand ces courants passent dans le sol, on se demande un petit peu ce qui se passe. Et alors, on sait que Mercure a révélé des émissions aurorales depuis son sol solide, en fait, par criblage. Alors, comme Mercure ne dispose pas d'une atmosphère suffisamment dense pour émettre les rayonnements qu'on a vus tout à l'heure avec la planète Eréla, eh bien, on ne peut pas observer directement un équivalent de ce qu'on observe sur Terre. Néanmoins, ces particules, lorsqu'elles arrivent à la surface de la planète, eh bien, elles dégazent hein, par criblage des molécules qui se trouvent à la surface de la planète. Et ça, ce sont des points chauds qu'on voit dans l'arrêt du sodium. Donc il existe aussi, dans le cas de Mercure, des aurores de sodium. Et enfin, je finirai, et on va essayer de faire l'essai, je finirai avec des résultats récents que nos collègues de Grenoble ont fait avec la planète Eréla, où ils ont injecté, tout à l'heure j'ai mis de l'hélium, hein, eux ils ont mis du CO2. Et puis ils ont observé cette image, on va essayer d'obtenir la même, qui montre des aurores bleues. Et le CO2, en fait, c'est la caractéristique principale de l'atmosphère martienne. Bon, et Mars n'a pas de champ magnétique à grande échelle, comme Mercure, la Terre ou les planètes géantes. Donc il n'entre pas dans une comparaison stricte avec ce que je vous ai dit jusqu'ici. Par contre, Mars a été aimanté dans le passé et possède ce qu'on appelle une aimantation rémanente. Donc il y a des poches un petit peu magnétisées, distribuées un petit peu autour de la planète. Donc il n'y a pas une magnétosphère à grande échelle, mais il peut y avoir des petites cavités magnétiques qui peuvent avoir une physique propre et accélérer des particules. Et donc nos collègues ont fait la prédiction que si un jour des astronautes se promènent sur Mars, ils pourraient bien observer des aurores dans le bleu qui correspondent aux bandes de CO2. Alors, si vous voulez, on va faire juste un essai. On va voir, parce que depuis tout à l'heure, on essaye de fabriquer du CO2 avec de la carboglace qui est dans ce ballon-là. Alors, je veux bien que tu m'aides. On va remettre ça ici. C'est bon. Voilà, donc on a injecté le ballon de CO2. Merci José. J'ai fait l'expérience la semaine dernière, ça marche. Je vous le dis parce que on a utilisé la semaine dernière du CO2 pur. Ici, le gaz qu'on a utilisé, c'est un morceau de glace de CO2 qui était donc dans cette pipette et qui, en étant mis à la température ambiante, dégaze. Donc on a récupéré le gaz qui était dans le ballon que vous avez vu et que j'ai injecté à l'intérieur.
Donc, on a fait un petit essai tout à l'heure qui n'était pas concluant, c'est pour ça que je voulais le refaire avec vous. L'indication qu'on doit avoir, c'est-à-dire que si on observe des émissions bleues, c'est très bien, ça veut dire qu'on a une densité de CO2 suffisante par cette technique-là de faire dégazer un morceau de carboglace. Si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité que la densité de CO2 contenue dans le gaz qui a été émis là, soit pas suffisamment intense pour montrer les émissions que vous voyez ici sur la photo. On va faire l'expérience. Alors, est-ce qu'on peut éteindre la lumière, si c'est possible ? Je vais même revenir. Voilà, alors je ne sais pas si ceux qui sont au premier rang... Vous voyez un gros bleu? Alors là, ce qui s'est passé, hein, la raison pour laquelle les émissions ont changé de place et puis sont devenues tout de suite beaucoup plus intenses, ce que je fais depuis tout à l'heure, en fait, j'aurais pu l'expliquer, c'est que lorsque le vide est très poussé, les particules qui forment le courant électrique qui se propage dans la sphère peuvent aller très loin. Le parcours moyen, il est grand, donc elles peuvent largement parcourir plusieurs dizaines de centimètres. Donc on a des émissions qui sont très diffuses, hein, qui sont... a contrario, quand j'injecte de l'air, on augmente la densité de collision, donc on réduit le libre parcours moyen, les collisions se produisent dans des endroits plutôt réduits, et à ce moment-là, on a des émissions lumineuses plus intenses. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez vu une différence avec l'azote que je vous ai montré tout à l'heure? Ça a changé de couleur? Vous êtes vraiment sûr? Moi, je ne suis pas très sûr quand même. Hein. Alors, ce qu'on peut faire... Ah, au début, c'était beaucoup plus bleu? Eh bien, je prends ça comme une pseudo-confirmation. Ce que je vous propose de faire comme dernier test, c'est, une fois que le vide sera un tout petit peu... Ben voilà, c'est le cas. Je vais réinjecter, donc j'ai fini mon ballon hein, de CO2, j'ai plus rien à injecter dedans. Je vais réinjecter de l'air, tout simplement. Donc l'air étant fait d'azote, hein, c'est les transitions qu'on a vues au départ. Si vous voyez un changement de couleur entre maintenant et l'air, c'est donc bien qu'il y avait suffisamment de CO2 pour exciter des transitions différentes. Et sinon, ça veut dire que c'était plutôt de l'azote. Alors attention. Est-ce que vous avez vu une différence? Ah, vous voyez une différence entre là et tout à l'heure? D'accord, je vous crois. Si on avait eu le spectro qui était à côté, on aurait pu quantifier en fait ces émissions en superposant directement les spectres. Bon, il se trouve que c'est un problème technique qui nous empêche de le faire, mais ça ne nous empêchera pas de finir cet exposé. Voilà donc quelques mots de conclusion. En termes de physique aurorale et magnétosphérique, on est dans une époque tout à fait d'actualité. Je vous ai parlé des nombreuses missions qui sont en train d'étudier la Terre. En ce qui concerne Mercure, on a la sonde Messenger, une sonde américaine hein, qui fait des orbites de Mercure depuis plusieurs années, et on a la sonde européenne Bepi-Colombo qui devrait arriver en 2019. Bon, elle sera probablement un petit peu décalée parce qu'elle n'est toujours pas lancée, puis il faut un petit peu de temps pour arriver à Mercure. En ce qui concerne Saturne, la mission orbitale Cassini tourne toujours autour de la planète, et la fin de mission devrait consister en 2 ans à peu près, hein, qui vont faire une 60aine d'orbites, où la sonde va se mettre en orbite polaire et elle va passer dans les régions aurorales. Donc elle va vraiment passer au-dessus de ces régions d'émission, dans les structures d'accélération, dans les régions où le rayonnement radio prend naissance. Donc ce sera vraiment une des premières fois où on peut faire une comparaison entre la physique aurorale terrestre in situ, avec des mesures locales, et une autre planète. Au même moment, il y a une sonde américaine, Juno, qui va arriver à Jupiter exactement pour ça. Donc Juno va entrer en orbite de Jupiter mi-2016 et avec uniquement des orbites polaires pour faire aussi des mesures in situ. Donc 2016-2017, ça va être vraiment une période charnière. On va pouvoir faire de la planétologie comparée entre ces deux planètes et voir si ça se rapproche de la physique qu'on connaît à la Terre. Il y a une deuxième mission européenne, hein, à chaque fois c'est américain-européen, ce n'est pas toujours en collaboration comme c'était pour Cassini. JUICE qui a été sélectionné par l'ESA récemment et qui doit explorer les satellites du système jovien, toujours en termes plasma, et elle devrait arriver en 2030. En ce qui concerne Uranus, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Il n'y a pas de mission sélectionnée à l'heure actuelle, il y a un gros intérêt de la communauté, hein, je vous l'ai dit, c'est une magnétosphère qui est très compliquée, donc très intéressante. Mais il y a des problèmes technologiques associés. La première, c'est le temps de croisière. Une mission qui doit aller à Uranus, et qui doit s'arrêter là-bas pour entrer en orbite. Les calculs montrent qu'elle doit prendre à peu près 12 à 15 ans. Ça, c'est une échelle de temps qui est très grande. Et
si on ajoute à ça l'échelle de temps qu'il faut pour mobiliser la communauté scientifique autour d'un tel projet et ensuite faire les appels d'offres et que ce soit accepté, le début de ces études de faisabilité a débuté il y a, je sais pas, mettons 6-7 ans. Il n'y a pas d'appel d'offres sélectionné à l'heure actuelle. Il y en aura probablement de nouvelles propositions, mais pour l'instant, on n'a pas de mission orbitale à Uranus qui est sélectionnée. Et vous devez rajouter ensuite 15 ans de temps. Donc, vous voyez, c'est des échelles de temps qui sont très grandes pour analyser ces observations. Et moi qui fais partie des jeunes de la communauté, en 2037, je serai proche de la retraite. Donc, vous voyez qu'on atteint un peu des limites physiques en termes de comment mobiliser une communauté scientifique sur une échelle de temps qui dépasse presque la carrière professionnelle. Bon, et ensuite, là je vous ai parlé de planètes, j'aurais pu vous parler de satellites aussi, mais je n'avais pas le temps, j'y reviendrai si vous avez des questions. Et surtout, on s'intéresse maintenant à essayer de détecter des exoplanètes, des exomagnétosphères, des champs magnétiques autour d'exoplanètes. Donc, en résumé, j'espère que c'était clair pour vous au travers de cet exposé. Les magnétosphères du système solaire génèrent des aurores polaires, donc les planètes magnétisées, et certaines également autour de leurs satellites, mais j'en ai pas parlé. Observer ces dernières est donc un moyen très riche d'étudier à distance ces magnétosphères. Avec des émissions lumineuses qui se propagent jusqu'à la Terre, on n'a pas nécessairement besoin d'aller sur place. C'est ce qu'on fait avec Uranus, on essaye d'étudier la magnétosphère sans avoir une mission orbitale là-bas. Alors il y a de nombreux projets futurs, j'en ai parlé, des sondes spatiales, des télescopes radio, des télescopes géants en UV. Et l'un de ces enjeux majeurs, ce sera de détecter une exomagnétosphère. Il y a une active recherche en ce moment autour de ce sujet, qui est en cours, en radio notamment, mais je peux vous dire ce soir qu'il n'y a pas de détection positive encore. Donc c'est un sujet qui est encore en réflexion. Je vous remercie de votre attention.